Spéléo, Swazik, votre guide Spéléo. Alors aujourd'hui, je suis ravie car je vous propose de rencontrer une personne qui est pour moi extrêmement inspirante, que j'avais envie d'interviewer parce qu'il a un parcours singulier et là aujourd'hui, il a lancé la première plateforme de matching des professions libérales de santé qui s'appelle meremplacer.com. Donc c'est une start-up qui vient juste de démarrer avec des résultats voilà, très rapide en tout cas. Je vous le présente, il s'appelle Frédéric Caron. Bonjour Frédéric. Bonjour Swazik. Comment vas-tu? Très bien, toi? Ouais, super. Je suis ravie de te parler. On se connaît depuis quelques années maintenant. On s'est rencontrés en fait lors de notre formation de coaching il y a quelques années. Et justement, j'aimerais bien que tu nous expliques là aujourd'hui rapidement ce que tu fais, puis après on va revenir un peu sur ton parcours qui est quand même assez atypique. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer meremplacer.com, cette start-up, en quoi ça consiste exactement? Remplacer.com, ça consiste à mettre en relation un matching, comme sur un site de rencontre, des professionnels de santé libéraux, en l'occurrence en premier temps les infirmières libérales, pour leur permettre de trouver un remplacement ou remplaçant le plus rapidement possible en quelques minutes. D'accord. Et donc, je sais que cette idée, elle t'est venue suite à ta propre expérience d'infirmier. Mais avant d'être infirmier, tu as eu un parcours quand même assez atypique. J'aimerais bien que tu reviennes et que tu expliques un petit peu ce cheminement que tu as eu au niveau professionnel. Ça a commencé par un échec scolaire, on va dire, puisque voie de garage et lycée professionnel pour faire métier très passionnant qui s'appelle tourneur-fraiseur et pour lequel j'ai beaucoup de respect, puisque c'est pas un métier facile, mais qui m'a pas plu du tout, soyons clairs. J'ai poursuivi par un BEP et j'ai rejoint la filière générale par la suite pour avoir un bac génie mécanique et productique qui n'existe plus aujourd'hui, je crois. En parallèle de ça, j'ai pratiqué le triathlon et puis j'ai fait une licence de psycho. Alors, Voilà. tu as pratiqué le triathlon, mais à un haut niveau quand même. C'était. Ouais, Et il y a longtemps. ouais. C'était il y a longtemps. Et puis j'ai enquillé sur quelques métiers un petit peu qui me plaisaient bien, parce que je suis parti habiter dans le sud de la France, je suis devenu maître nageur sauveteur. Et à un moment donné, j'ai décidé de passer à autre chose. Donc j'ai repris professorat d'éducation physique, donc j'ai fait une licence TAPS à partir de la première année à 28 ans. Et quand je l'ai terminé, comme ça ne me convenait pas, j'ai décidé de reprendre des études d'infirmier que j'ai menées jusqu'au bout, donc jusqu'à mes 36 ans. D'accord, très bien. Et alors, suite à ça, alors parce que moi je disais qu'on s'était rencontrés dans une formation de coaching, donc ça veut dire que cette profession d'infirmier, c'est vrai que tu as fait face aussi à ce moment-là à des problématiques personnelles qui ont fait que tu as été obligé de changer de voie. Voilà, c'est-à-dire que la pratique du métier d'infirmier libéral, là où je l'ai exercé, c'est-à-dire dans le canton, c'est un peu partout pareil en réalité. Cantal, Lot et Aveyron, m'a mis un petit peu à bout de souffle puisque j'ai fait 2 burn-out pendant la même année et un petit problème cardiaque qui ont fait que j'ai dû commencer avec l'épuisement à imaginer faire autre chose puisque j'étais dans une spirale qui me convenait pas, mais qui ne me permettait pas non plus d'avoir un avenir plus serein dans une autre profession. Donc, j'avais quelques compétences et je me suis rapproché du métier de coach et du coup, j'ai suivi cette formation. D'accord. Et tu étais également hypnothérapeute? Voilà, c'est un petit tout, voilà. Voilà, non, mais c'est important de le dire parce que c'est vrai que toi, c'est ton parcours normal, mais je pense que pour la plupart des gens, tu sais à quel point parfois on peut aussi entrer dans une voie et y rester, même si on ne s'y plaît plus. Donc c'est vrai que c'est intéressant de montrer ce parcours-là qui justement montre que tu as à chaque fois été chercher autre chose et tu t'es pas arrêté en te disant, bah voilà, je persiste absolument dans ce métier-là ou c'est la voie que j'ai choisie, donc j'y reste, quoi. Tu as quand même toujours eu cette curiosité d'aller regarder un petit peu ailleurs et puis de tenter l'expérience. Mm. Qu'est-ce qui t'a fait justement à un moment donné basculer dans l'entrepreneuriat? Et les biais cognitifs notamment. Alors, Celui est-ce que de tu peux dire que nous expliquer ce que c'est les biais cognitifs? tout simplement de rester dans un schéma comportemental et de croire que si on en change, les choses vont être plus dramatiques ou pas. J'aime bien cet exemple de l'arrêt de bus, lorsqu'on descend un soir d'une petite soirée entre amis et il commence à pleuvoir.
On se retrouve un abribus, il commence à pleuvoir, c'est mignon. Ça montre, il est minuit, le dernier bus est censé passer à minuit 1. Hein. Et puis on attend. Mais là, la pluie elle commence à tomber un petit peu plus précisément. Le bus, il passe toujours pas. Puis, à un moment, il va falloir se décider à faire quelque chose. Donc, on continue d'attendre et la pluie va s'accélérer et on va rentrer mouillé. Et plus on attend, plus on risque d'être mouillé. Voilà. Notamment, celui-ci m'a beaucoup inspiré dans ma vie puisque lorsque j'ai eu ces problèmes de santé, il a bien fallu qu'à un moment donné, je me dise que est-ce que je vais continuer, est-ce que je vais pouvoir avec ces problèmes de santé continuer dans ma voie, ou est-ce qu'il faut déjà anticiper un projet, une sortie. Puisque j'y trouvais pas mon compte à travailler 17 heures par jour, il fallait quand même à un moment donné réconcilier vie de famille et vie professionnelle. Donc tout ça pour dire que le métier d'entrepreneur, il est venu progressivement à moi. Tu t'es jamais projeté, toi, dans l'entrepreneuriat en particulier? J'ai toujours cru que c'était pour les autres, en fait. Ouais. Qu'est-ce qui Ouais. t'a... Et elle vient d'où, cette croyance? Ah, les croyances limitantes, hein, on est bien d'accord. Ouais. Croire que en fait, il y a que ceux qui, comme s'il y avait une méritocratie, c'est-à-dire que c'était inné, on naissait avec une cuillère en argent, comme on disait autrefois, et dans la bouche, et puis toute la vie, elle nous suivait. Sauf que en réalité, de là où je viens, déjà d'avoir des diplômes, c'était déjà quelque chose d'assez exceptionnel. Alors de vouloir devenir chef d'entreprise, c'est quand même autre chose. Bien qu'en libéral, on soit chef d'entreprise, hein, j'entends. Donc là, les croyances limitantes, elles ont fait leurs offices, hein, dans tous les sens du terme, puisque il faut acquérir un certain nombre de compétences que tu n'avais pas. Lorsqu'on est infirmier à l'école infirmière, lorsqu'on apprend à devenir infirmier à l'école infirmière, il faut savoir qu'on n'est pas préparé au métier de libéral du tout. Mais vraiment pas du tout. On nous a jamais parlé de l'URSSAF, par exemple, hein, ce genre de choses. Et lorsqu'on devient infirmier libéral, il faut connaître toute cette partie-là d'entrepreneuriat. Ensuite, lorsque j'ai commencé à réfléchir au projet, l'idée, c'était de savoir quelles étaient les compétences nécessaires pour pouvoir le mener à bien. C'est une plateforme web. Et je suis absolument pas programmeur. Il a fallu trouver des compétences pour ça. J'ai perdu de l'argent à payer des gens qui ne savaient pas faire, d'ailleurs. J'ai tout testé. Enfin, je crois que j'ai fait toutes les erreurs de l'entrepreneur. D'ailleurs, ça m'a beaucoup servi. Oui, alors justement, c'est intéressant ce que tu es en train de dire. Moi, je transmets beaucoup et j'y crois beaucoup que les échecs, finalement, c'est pas une fin en soi, c'est surtout des fantastiques clés d'apprentissage. Comment est-ce que toi, tu les as vécus, justement, ces échecs-là, en toute honnêteté? Alors, j'ai pas ce mot-là dans mon vocabulaire. Je pars du principe que, et ça c'est notre vision de coach, hein, on part d'un point A, quoi qu'il en soit, et lorsqu'on veut aller vers un point B, en route, il y a plein de primes. Voilà. Et en général, quand je me retrouve face à une porte en A prime, j'estime que j'ai fait un certain chemin malgré tout. Et ce chemin-là, il m'a rapproché un peu plus de mon objectif. Éloigné, hein, mais il m'a en tout cas fait aller vers lui. Et donc à chaque fois, je revenais sur cette expérience en feedback. Et sur ce feedback-là, je reconnaissais que je m'étais peut-être un peu précipité. Ou alors, comme d'habitude, je n'écoutais pas. Qu'est-ce que Et tu donc, n'écoutais pas alors? C'est intéressant ce que tu es en train de nous dire là. Qu'est-ce que tu n'écoutais pas? je pense que quand on a une idée dans la tête et qu'on veut la mener à bien, on a peur d'en parler. Donc, on n'écoute pas ceux qui nous disent qu'il faut en parler pour avoir le maximum de soutien. Parce que paradoxalement, une idée, la meilleure du monde, avoir 100% d'une boîte qui fait zéro en chiffre d'affaires, ça ne vaut rien du tout. Ça ne rime à rien. Et parfois, il vaut mieux accepter des compromis, se dire que conseil venu de quelqu'un qui est expert dans son domaine, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, c'est bienvenu, c'est gentil, c'est bienveillant. Et il y a de la bienveillance forcément chez certaines personnes, chez tout le monde. Mais après, c'est l'expérience d'entrepreneur va vous permettre par ces feedbacks de dire à quel type de personne je peux faire confiance, à quel type d'autre. D'accord. Sur quelles ressources particulières et personnelles tu t'es appuyé, toi, pour avancer sur son chemin? Et moi, j'aimerais savoir aussi, est-ce que tu t'es découvert des talents que tu ne soupçonnais pas ou que tu ne te connaissais pas? Ouais, j'en ai quelques-uns. Un que je me connais, c'est la persévérance. Je lâche jamais rien. Je vais au bout des choses et sans être obtus. Hein. Disons que s'il y a une voie dans laquelle je dois aller et que le terrain même un peu défavorable est un peu défavorable, j'y vais quand même parce que de toute façon, je vais apprendre quelque chose. En tout cas sur moi. Et puis c'est nécessaire. Une qualité que je me suis découverte, qui était que j'étais pas patient du tout. Mais absolument pas du tout. Alors, c'est une qualité que tu t'es découverte ou...
Et c'est une vraie découverte, oui. Bah, du fait d'avoir cette pathologie là qui me pose souci, maladie de Lyme, j'ai dû revenir à un mode de vie de toute façon qui m'oblige à écouter mon corps. Oui, alors c'est vrai on n'est pas revenu dessus, mais c'est vrai que bah, justement, au moment où tu as commencé à avoir ce projet en tête et à le développer, c'est là où ton corps t'a montré des signes d'alerte, et tu as découvert donc quelques temps après que souffrais de la maladie de Lyme, c'est ça? C'est ça, voilà, après plusieurs mois de non-diagnostic, 2 ans et demi, c'est un peu long, passer du côté soignant au côté soigné. Je crois que c'est quelque chose d'assez difficile, dans le sens où vous avez une certaine connaissance, vous connaissez les risques qui peuvent être liés à certaines pathos, mais quoi qu'il en soit, en face, on vous fait pas confiance. C'est assez paradoxal et c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup qu'il change un peu. C'est que c'est pas parce qu'on est soignant qu'on veut mentir aux autres soignants lorsqu'on est passé du côté soigné. Et ça, c'est un vrai problème en France, qu'on a tendance à discréditer même les soignants qui deviennent malades. C'est un peu particulier, mais c'est ce que j'ai vécu. Alors, ça tient peut-être de ma personnalité, simplement, c'est un peu compliqué à vivre et cette maladie, elle m'a obligé à réfléchir à comment mieux vivre, en fait, tout simplement. C'est une chance, Et donc, simplement. tu penses qu'effectivement, cette fameuse patience dont tu parlais, on dit souvent, enfin, moi, c'est ce que je transmets aussi, que rien n'arrive par hasard et que l'univers nous mettra toujours sur notre chemin bah, les éléments pour grandir et que tant qu'on n'aura pas compris, on aura toujours les mêmes choses sur notre chemin. Est-ce que selon toi, ta maladie a pu t'apporter cette dose de patience nécessaire, justement, dont tu manquais jusqu'à présent? Ouais, je crois que c'est corrélé au fait d'avoir eu 40 ans la même année. Je pense simplement que la maladie, elle a apporté quelque chose qui s'appelle des freins, les jambes. Donc, tout ce que je ne peux plus faire physiquement, bah, je le fais avec un outil qui fonctionne encore à peu près, qui est mon cerveau. Et parce que finalement, le corps est un véhicule. Donc, si on peut pas bouger, on fait autre chose. Ça m'a appris ça. Hmm. Et en termes d'autres ressources, il y a d'autres talents que tu as pu exploiter ou mettre à jour? J'étais étonné de voir que après 40 ans, on pouvait apprendre beaucoup mieux, beaucoup plus vite que quand on avait 30 ans, parce que j'avais 30 ans quand j'ai fait l'école d'infirmière, je trouvais ça difficile. Or, en réalité, plus on s'intéresse à un sujet, plus c'est simple. Et j'ai une facilité d'assimilation qui s'est mise en place parce que je me passionnais pour ce que je faisais. Et j'ai découvert des tas de choses en communication. Je discute souvent avec mes stagiaires. C'est que c'est assez étonnant le parcours que j'ai pu faire progresser dans ce domaine-là en autodidacte. Et je me sens pas du tout largué de discuter avec des gens qui ont bac plus 4, bac plus 5 en communication aujourd'hui. Voilà. Donc là, une capacité d'écoute, d'intégration et de compréhension de l'environnement. D'accord. Ce qui me manquait, je pense, aussi auparavant, c'est-à-dire comprendre dans quel environnement mes collègues infirmières et moi baignons, pour comprendre pourquoi aujourd'hui on se retrouve avec des déserts paramédicaux à certains endroits et pas à d'autres. Comprendre la globalité de la problématique, c'est grâce au temps que j'ai devant moi. Et justement, tu disais, je me suis découvert ces capacités d'apprentissage, etc. Alors, moi, j'ai envie de dire, elles ont certainement toujours été là, mais qu'est-ce qui pouvait t'empêcher hier, peut-être, de les mettre à ton service et qu'est-ce qui fait surtout qu'aujourd'hui, dans le projet que tu as, tu parviens à les exploiter pleinement, justement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait vibrer vraiment profondément et qui te donne cette énergie et cette espèce de fluidité naturelle pour assimiler les éléments nécessaires à avancer? Il se trouve que la croyance en soi, c'est la première des qualités à développer, quoi qu'il en soit sur un projet. C'est pas parce qu'on est jusqu'au boutiste dans certains domaines qu'on a forcément une grande confiance en soi. Là, ce qui est né avec le projet, c'est aussi une confiance en sa capacité à générer un projet qui puisse changer les choses. À son niveau, simplement, le fait que d'autres y croient m'a renforcé dans ma propre croyance. C'était un outil qui pouvait permettre à d'autres d'éviter de vivre ce que moi je vis actuellement. Ouais, c'est vraiment ça, pour toi, c'est ça qui te porte en fait. C'est cette sensation que tu as envie que de ton expérience à toi, ce que tu as vécu, serve à quelque chose et de transformer ça en apportant quelque chose au monde, comme tu dis, en contribuant à ton niveau sur le fait de résoudre ces problématiques de déserts médicaux notamment. Est-ce que c'est ça qui te porte?
Lorsqu'on est face à des patients qui sont abandonnés ou en ville ou à la campagne pour X raisons, on a du mal à comprendre qu'avec tout le système médical français, on n'aille pas au bout des choses. C'est pas possible. Lorsque j'étais au lycée, j'avais un de mes copains qui me disait, de toute façon, pour changer quelque chose qui marche pas, il faut être dedans, il faut être à l'intérieur. Ça sert à rien de râler autour, il faut être à l'intérieur. Pour être à l'intérieur, il faut savoir comment il fonctionne. Quand on sait comment il fonctionne, on va chercher des appuis, ce que j'ai fait avec le ministère de la Santé, avec lequel je suis partenaire. Pourquoi? Parce que on a un problème de confiance, et ce problème de confiance entre soignants et patients est surtout lié aux mauvaises habitudes, simplement, et à un regard un petit peu critique sur l'autre, qu'il n'est pas installé, il est remplaçant, mais pourquoi ceci et cela. Et ça génère du stress, ça génère des automatismes, et ça évite que des gens qui soient d'un département, notamment le Pas-de-Calais, ne viennent pas travailler dans la Somme, parce qu'ils ne sont pas du même département, c'est aussi bête que ça. Alors, pour rassurer tout ça, il a fallu utiliser un stratagème qui est tout simple, c'est de dire, au lieu de faire se rencontrer deux personnes sur un modèle de petites annonces, on va le faire sur le rôle, moi, en tant que soignant, je peux avoir pour une patientèle donnée. Ça, c'est un nouveau concept. Ça permet d'amener aux soignants la confiance nécessaire. Oui, la personne qui va venir me remplacer, elle sait poser des perfusions de chimiothérapie. Voilà. C'est pas juste l'infirmière qui aime juste faire des prises de sang. Là, ces compétences-là. Et je peux les reconnaître, et en plus, je sais que cette infirmière-là, elle est en droit d'exercer aussi. On rassure de ce côté-là. Donc, toute cette confiance que les autres m'ont amenée pour monter le projet, j'essaye de la rendre au travers du projet aux patients qui en ont besoin. Parce que si vous avez un remplaçant qui est adapté à une patientèle, tout simplement, il va être mieux pris en charge. Ça va diminuer le coût de la sécurité sociale au final. Sans compter que lui va avoir un cadre de vie qui va s'améliorer. Oui, vas-y, je t'en prie, termine. En permettant à la relation entre deux soignants d'être équilibrée, juste, et surtout adaptée à une patientèle, on attirera dans des endroits comme le Cantal, où on est toujours en train de dire que c'est un désert médical, ce qui n'est pas vraiment le cas, mais on attirera dans des endroits un peu moins urbanisés des gens parce que ils ont les compétences pour la patientèle en place. C'est tout bête de ne pas y avoir pensé avant, je trouve, mais aucune application aujourd'hui ne permettait. En fait, on sent finalement un vrai respect des patients dans ce que tu as voulu créer, c'est-à-dire que c'est pas uniquement le docteur machin ou l'infirmière X est remplacé par une autre infirmière, c'est vraiment la personne qui va venir à ma place saura prendre soin de vous tel que moi je prends soin de vous aujourd'hui en fait. Et moi, c'est ça que je trouve très fort dans ton projet, c'est que c'est pas uniquement un outil, quoi. C'est vraiment une vraie offre de service qui va mais orienter sur les patients et le besoin du patient, en fait. C'est ça. Donc là, on est en train d'améliorer en plus notre produit. Là, très, très prochainement, on va amener de grandes modifications qui vont permettre d'aller encore plus vite, d'être encore plus efficace en termes de recherche. Ce qui a cette énergie qu'on consacre à améliorer ce système qui fonctionne relativement bien, on va dire, de la médecine en France et de la santé, pas non plus tirer sur l'ambulance. C'est le dernier kilomètre au patient. C'est un peu comme la livraison, le colis. Le dernier kilomètre, il est parfois très compliqué. Comment est-ce qu'on fait pour rassurer des gens qui n'ont pas l'habitude de rencontrer quelqu'un d'un autre département, d'une autre région, d'une autre culture, alors qu'ils viennent prendre soin de nous? Comment on peut les rassurer? Et l'idée, c'est de mettre tout le monde dans la balance. Les institutions, les soignants, les patients. Et au bout d'un moment, lorsqu'on a résolu ce triptyque, pas de raison que ça ne fonctionne pas. On espère que ça fonctionne encore mieux. En tout cas, ouais, c'est une belle mission, c'est une belle, ce qu'on appelle une mission de vie, c'est-à-dire d'avoir quelque chose qui nous fait vibrer profondément et certainement que ça fait partie des choses qui ont dû te voilà, créer cette vibration importante qui, malgré ce que tu vis par rapport à la maladie de Lyme notamment, toutes les difficultés, puis t'es papa de 4 enfants, donc c'est quand même pas anodin non plus, donc ça nécessite aussi pas mal de boulot, de pouvoir avancer avec autant d'énergie. Qu'est-ce que tu recommanderais? Tu parlais tout à l'heure que en termes d'entrepreneur, ce qui était important, c'est d'abord gagner confiance. J'imagine que tu mets dedans cette espèce de ce fameux syndrome de l'imposteur dont on parle souvent, c'est-à-dire d'avoir le sentiment de ne pas être à sa place, mais pourquoi moi, en quoi je suis légitime à faire ça, il y en a d'autres qui savent mieux faire que moi, etc. Si tu avais un conseil à donner,
comment toi tu t'y es pris finalement pour transcender ce manque de confiance ou ce syndrome de l'imposteur? Clairement, il a été très très long à faire disparaître. J'ai eu beau rencontrer des investisseurs, des gens du ministère, rencontrer des tas de gens qui croyaient en mon projet. Hein, j'ai toujours l'impression qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. C'est pas normal que ce soit pour moi. Jusqu'au jour où je me suis dit, de toute façon, si c'est pas moi qui le fais, ce sera quelqu'un d'autre. Donc, accepter aussi d'avoir ce rôle-là, c'est-à-dire qu'on a pris une décision, ça mène à un projet, ce projet, maintenant, il faut l'assumer. C'est pas que des ennuis, un projet, c'est plein d'énergie. Et rien d'écrit. Rien d'écrit. Le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qu'on s'impose à nous-mêmes. C'est un stress inutile parce que alors utile. Au début, il est intéressant parce qu'il nous permet de garder un peu la mesure des choses et de pas s'emballer. Ça évite de fermer très vite la start-up. Mais après, il faut être capable d'être reconnu comme étant le porteur du projet, que ce soit novateur, que ce soit reconnu comme novateur ou pas novateur, hein, que ce soit un projet de boulanger, etc. Et pourquoi ça ne marcherait pas? C'est simplement les seuls qui nous mettent des barrières, c'est nous. Plus on se met de barrières, plus on a l'impression que le mur est immense. En réalité, à mettre à distance un mur, ça permet de prendre du recul et de se dire que finalement, on a le droit, et il faut s'accorder ce droit-là de réussir. Ouais, c'est ça, s'autoriser à, en fait. Je pense que c'est quelque chose de très puissant, en fait. Et mentalement, tu sais à quel point, voilà, en tant qu'hypnothérapeute, je t'apprends rien, que notre cerveau nous envoie des scénarios, justement, et qu'on construit le scénario qu'on a envie de se construire. Comment tu transformes, et là c'est vrai que le syndrome de l'imposteur, ce n'est qu'un scénario qui nous est envoyé au niveau de notre mental en nous disant mais pour qui tu te prends, t'es pas à ta place, là c'est pas pour toi, etc., etc. Comment tu arrives à transformer toi, sur quoi tu t'appuies pour transformer ce message et ce discours mental en fait? Je me suis rendu compte que j'essayais de jouer un jeu, d'être chef d'entreprise. À un moment, on m'a dit, il faut être comme ça, il faut être comme ça, il faut être comme ça. D'ailleurs, je n'ai absolument pas finalement mis le costume pour cette interview ni quoi que ce soit. Dans l'idée, le seul moyen de dépasser le syndrome de l'imposteur, c'est de savoir qui on est réellement puis de continuer à l'être. J'en veux pour que j'ai 3 stagiaires qui sont juste à côté, qui travaillent et qui travaillent tellement bien que je leur ai proposé de devenir associés. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne en temps normal et je vois pas pourquoi je mettrais des barrières en fonction de leur âge, de leur inexpérience. Ce sont des gens qui travaillent énormément, qui ont envie d'avancer dans la vie, qui ont ces compétences à mettre au service des autres. Voilà, je suis plutôt comme ça naturel, alors qu'en réalité, j'avais essayé de m'habiller d'un costume qui n'était pas le mien. Donc, en tirant ce faux costume, je continue à me balader en Crocs dans mes ateliers. Voilà. Et j'ai des bureaux qui sont très confortables. Et simplement, je reste comme ça, je resterai comme ça. Je suis soignant. J'ai accompagné plein de gens à mourir. Je sais ce que c'est que la souffrance et la détresse. Il n'y a pas de raison d'essayer de jouer un autre rôle que celui-là. C'est valable pour tout le monde. À partir du moment où on reste soi-même, dans tous les cas de figure. Et il y a beaucoup de gens qui ont essayé de me changer. Beaucoup de gens essaient encore. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc le syndrome de l'imposteur, il se dépasse en restant soi-même. Ouais, c'est ça. Et en acceptant sa fragilité aussi, parce que ce que tu es en train de dire, hein, je pense que tous les entrepreneurs qui traversent, qui sont dans cet élan-là, on a tous ces pensées qui nous viennent, mais pour qui tu te prends et pourquoi moi, et on a envie de lâcher, et voilà. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, comme tu dis, s'appuyer sur l'écoute de ce que disent les gens, des retours qu'on nous fait par rapport à notre projet, et y croire vraiment et s'autoriser à les accueillir. Plutôt que se planquer derrière une espèce de fausse humilité en disant non, c'est rien, etc. Ça permet de franchir les étapes et d'avancer en fait. Tout à fait. Écoute, en tout cas, Fred, c'est vraiment super. Qu'est-ce que tu donnerais justement comme conseil peut-être? Alors tu t'en as déjà donné quelques-uns, mais à des personnes qui démarrent ou des start-upers qui ont une idée, un projet en tête, qui ont envie de se mettre en mouvement et qui peuvent se poser des freins comme ça. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? J'ai utilisé un outil qui est tout simple. C'est un jour j'ai acheté le bouquin du fondateur de Criteo. Ça peut paraître ce qu'on veut. Il est orange et noir, il est absolument moche ce livre. Dedans, on a l'histoire d'un gars qui, pareil, a cru un peu en son projet. Croire que d'autres ont réussi, vouloir faire pareil, c'est génial. Parce qu'en réalité, ils ont montré un chemin. Et pourquoi eux ils ont réussi? Parce qu'ils ont simplement cru. Et il faut s'inspirer des grands. Il faut s'inspirer de ceux qui sont devenus très grands aujourd'hui. Et il faut absolument pas avoir peur
absolument pas avoir peur, et surtout de montrer qu'on manque d'humilité. Il faut prendre comme exemple ceux qui réussissent. Pourquoi ? Parce que s'ils ont réussi, c'est qu'ils ont tout mis en œuvre pour y arriver. Donc, tout simplement, aller suivre les conseils de quelqu'un qui dit ça va pas le faire, tu sais pas faire, ou surtout que lui, il n'a pas envie de le faire. Donc, il y a des gens qui réussissent, il faut s'inspirer d'eux. On a tous nos types de personnalités. Moi, je suis plus Elon Musk que Bill Gates, par exemple. Mais voilà, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'il tente. Il échouera et il échoue encore, mais il tente. Donc, s'inspirer de gens qui réussissent. C'est la seule valeur qui vaille en réalité. Il y a quelque chose que tu évoques là, je trouve super intéressant, et c'est vrai que c'est quelque chose que j'accompagne vraiment les gens à faire, c'est de s'entourer des bonnes personnes, comme tu disais tout à l'heure, des gens qui te disent c'est impossible. Alors en fait, c'est vrai que quelqu'un qui va te dire c'est impossible, il parle de ses propres limites, il ne parle pas des tiennes, sauf que malgré tout, il t'envoie des messages qui ont tendance, justement, qui appuient, comme on a toujours des freins et qu'on doit lutter contre nos propres limites. S'entourer de personnes qui nous freinent comme ça, c'est quelque chose qui nous bloque aussi. Donc, est-ce que ça fait aussi partie des choses que tu as mis en place, de te créer un écosystème soutenant ? Exactement. D'ailleurs, ça avait commencé lors de notre rencontre de coaching, de formation de coaching, parce qu'il était important de comprendre que si on n'était pas dans un environnement stable pour mener à bien son projet, j'entends par là non pas familial, non pas amical, mais des personnes de référence, des piliers, vous ne pouvez pas aller très loin. Les piliers servent à vous interroger, essentiellement, à vous remettre en question et à vous permettre de le faire, sans jugement, bienveillance. L'idée, c'est de se dire que quelqu'un à qui on va exposer nos difficultés, il va nous renvoyer une image qui est forcément un peu dérangeante, parce que si on a une question qui est un peu dérangeante, il faut s'attendre à une réponse qui soit un peu dans le même niveau, mais elle va nous permettre de nous questionner. En fait, et en nous questionnant, ça nous permet d'amener des réponses. Il faut s'entourer. Alors que ce soit des personnes que vous connaissez, il y a des très très bons réseaux d'accompagnement des start-upers, notamment dans le réseau Entreprendre régional, par exemple, et d'autres, où il y a des clubs de chefs d'entreprise, il y a des clubs de start-up, il y a de très bons réseaux. Utilisez-les. Il sera toujours, de toute façon, on viendra pas vous piquer votre idée, on viendra pas vous mettre des bâtons. Et si on le fait de toute façon, quoi qu'il en soit, on est dans un écosystème qui met du temps à se mettre en place. Les entreprises, elles ne naissent pas et meurent pas en une journée. Tout ce que vous allez apprendre en montant votre entreprise, vous pourrez le réutiliser après et ailleurs. Donc déjà, c'est important. Aujourd'hui, je me vois plus du tout exercer mon métier si demain je suis guéri, parce que j'ai trouvé une voie qui me convient beaucoup plus. Voilà. Écoute, Fred, en tout cas, c'était super intéressant. Je suis vraiment ravie de cet échange. Tu avais quelque chose à ajouter avant qu'on se quitte ? Et j'aime beaucoup un slogan d'Oasis, 10 fruits. Voilà, c'est tout, soi-même. Bon, écoute Fred, en tout cas, moi je te souhaite beaucoup de succès. Tu peux nous rappeler les références de ta start-up ? Meremplacer.com. Voilà, donc si vous êtes profession libérale, pour le moment c'est infirmier, et après ça va se mettre en place sur les autres professions, c'est ça ? C'est ça, on enchaîne avec kiné, chirurgien dentiste très prochainement. D'accord, donc voilà, restez attentifs si vous êtes vous-même une profession libérale de santé, parce que voilà, c'est vraiment un projet qui peut vous aider, vous, et surtout accompagner votre patientèle justement à avoir cette continuité de service dans le respect et la bienveillance et le respect du patient surtout. Fred, je t'embrasse, je te souhaite une super journée, c'était un plaisir, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Et puis, je te souhaite beaucoup de succès. Et puis, nous, on se parle bientôt, hein, comme on se parle assez souvent. Et très bientôt. Ouais. À bientôt. Salut. Salut.